Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année. Vous allez voir, on va tout donner ce soir. On est à fond, on est reposé par les vacances. Et ça va être absolument explosif. Je vous propose de découvrir tout de suite les 4 sujets que nous allons traiter ce soir avec nos débatteurs pour des points de vue, on l'espère, contradictoires. Nous parlerons du passage à 80 km/h sur le réseau secondaire français, donc 10 km moins vite. Est-ce une bonne idée? Eh bien, on va tenter d'y répondre. Vous aussi, vous pourrez donner votre avis sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. Êtes-vous favorable au passage à 80 km/h? C'est une des questions du jour. Une autre question du jour à laquelle vous pouvez aussi répondre, c'est: la République a-t-elle oublié Charlie? Le président de la République commémorait hier le 3e anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo. On apprenait dans un article du Figaro de ce matin que ce journal devait dépenser plus d'1 million d'euros par an pour sa sécurité. Est-ce normal? Est-ce à lui de financer de telles dépenses? Nous reparlerons aussi de la convocation ce matin du président de la SNCF, Guillaume Pepy, au ministère des Transports, après les ratés qui ont touché le réseau SNCF au cours de ces derniers mois. Il n'est pas sorti grand-chose de cette réunion, à part des engagements de Guillaume Pepy à faire de son mieux. Est-ce que c'était une mascarade, cette convocation? Là aussi, vous pouvez répondre sur Twitter et on se posera aussi la question. Et puis enfin, nous parlerons des demandeurs d'asile. Ils ont été 100 000 l'année dernière. 100 000, c'est un record absolu. Est-ce que la France est submergée ou est-ce qu'elle est capable d'assumer une telle demande, même si on le sait bien, tous les demandeurs d'asile n'obtiendront pas satisfaction. Loin de là, nous allons parler de ces 4 sujets avec nos invités. Lucille Schmitt, bonjour. Bonjour. Bonne année, tous mes voeux. Vous êtes la coprésidente de la Fondation Verte Européenne et l'auteur de « La France résiste-t-elle à l'écologie ?» Bonsoir Anne Fulda. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, responsable entre autres de la rubrique Portrait, journaliste politique. Vous êtes l'auteur d'Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, qui vient de paraître en poche avec une postface inédite. Voilà, j'ai reçu le livre. Vous ne me l'avez pas dédicacé, mais comme je ne suis pas rancunier, je l'annonce quand même. Alexandre Malafaille, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes président du think tank Sinopia. Vous êtes aussi chroniqueur à l'Opinion. Votre dernier livre s'intitule « Reprenons le pouvoir ». Et vous êtes aussi intervenant à On refait le monde, comme Jean-Christophe Buisson, lui aussi habitué de l'émission du soir d'RTL. Bonsoir Jean-Christophe, vous êtes le directeur adjoint du Figaro Magazine. Et votre dernier livre, c'est 1917, l'année qui a changé le monde. Nous parlons de vitesse ou de limitation de vitesse, pour être plus précis. Le passage à 80 km/h sur le réseau secondaire français devrait être annoncé incessamment par le gouvernement, qui s'appuie notamment sur une expérience qui a été faite sur une portion du réseau, la nationale 57, sauf erreur de ma part, et le passage à 80 km/h a diminué le nombre d'accidents. Sauf qu'il paraît que les conditions d'expérience n'étaient pas réalistes, car il y a eu des aménagements qui ont été faits pour sécuriser cette portion de route. C'est en tout cas ce qu'affirme un des représentants de l'association 40 millions d'automobilistes. Il y a eu des modifications qui ont été faites, des travaux. Il y a eu une bande d'arrêt d'urgence qui a été créée à un endroit. Il y a le bitume qui a été refait à plein d'autres. Il y a un rond-point qui a été créé, des panneaux qui ont été installés un peu partout, appelant à la prudence, etc. Donc ça veut dire que les paramètres ont complètement changé et faussé tout. Derrière cette interrogation, Lucille Schmitt, il y en a une plus large. C'est est-ce que le passage à 80 km/h, c'est vraiment efficace pour diminuer le nombre d'accidents, selon vous? Moi, je crois qu'il faut envisager les choses de manière un peu vaste. C'est-à-dire que je pense que diminuer la vitesse, on le sait à travers les études, c'est quelque chose qui permet de réduire le nombre d'accidents. Après, la question de réduire de 10 km/h sur des routes secondaires dans la campagne, est-ce que c'est à la hauteur de la question de la diminution de la mortalité automobile? Ça, c'est un sujet. C'est-à-dire que je suis favorable évidemment au fait qu'on diminue la vitesse de manière générale, et ça peut être un premier signal. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas porter les choses d'une façon un petit peu plus large? C'est-à-dire qu'on a l'impression de l'annonce d'une mesure, mais est-ce qu'elle se situe vraiment dans une réflexion générale, par exemple sur ce qui peut se passer en ville? Il y a beaucoup de morts en choc frontal sur les routes, mais il y a aussi beaucoup de morts piétons. Vous voulez diminuer aussi la vitesse en ville, descendre de 50 km/h à 30 Moi, je suis favorable à une diminution générale. Donc, effectivement, je ne sais pas si... moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je pense que diminuer la vitesse de manière générale,
c'est utile, c'est nécessaire. Sur le périphérique parisien, ça n'a rien changé. Non, sur le Ils périphérique, sont passés à 70 km/h. Sur le périphérique, ça a changé beaucoup de choses sur la fluidification. Oui, ça a augmenté la pollution. Sur la fluidification, et ça a changé pas mal de ça, et ça n'a pas du tout réduit en fait les temps. Ça n'a pas modifié les temps de trajet. C'est-à-dire que le fait de diminuer la vitesse, un des arguments qui est avancé par les automobilistes, c'est de dire que si on diminue la vitesse, ils vont mettre plus de temps. Ça, c'est pas par exemple un argument. Mais ce que je veux dire, et j'espère être clair là-dessus, c'est qu'il me semble que la question de la mortalité automobile doit être envisagée pas seulement sur les routes secondaires, mais aussi en ville, et que la question de la diminution de la vitesse, elle ne peut pas être envisagée seulement avec ce genre de mesures pour ensuite s'exonérer d'une réflexion plus générale. Jean-Christophe Buisson, on vous sent peu enthousiaste sur cette mesure? Non, parce que on ne peut pas généraliser. Moi, d'abord, ce qui me frappe, c'est considérer que la France a un réseau routier unilatéral, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est partout la même situation. Or, on sait très bien qu'il y a des endroits où il est effectivement dangereux de rouler à 90 km/h et des endroits où ça ne l'est pas. Or, on considère que c'est pour tout le monde la même loi. Il y a des arrière-pensées, je vais dire, idéologiques ou anthropologiques dans cette mesure qui est d'emmerder les gens. Ça, c'est depuis le début. Quand ce n'est pas les chasseurs, ce n'est pas les fumeurs, c'est les conducteurs de voitures. Ça, cet esprit général, il est systématique. Tous les amis de Lucille Schmitt. Par ailleurs, évidemment, faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État avec des PV supplémentaires. Mais en vertu d'un principe qui reste encore à prouver, et qui reste tellement à prouver que on vient de démonter un petit peu, effectivement, l'association, je crois qu'il y a 40 millions de consommateurs à démonter. D'automobilistes. D'automobilistes. Oui, c'est pas consommateurs, c'est automobilistes. Les consommateurs de la route. Et il y a un contre-exemple qui est formidable, qui est le Danemark. Au Danemark, on est passé de 80 à 90 km/h. On a augmenté de 10 km/h. Pourquoi? Et c'est un principe qui me paraît très intéressant. C'est de dire, en fait, 90 km/h est une vitesse qui est cohérente, qui est justifiée. Donc les gens la respectent. Alors que 80 km/h, ça frustre les automobilistes, et c'est les automobilistes frustrés qui sont les plus dangereux dans ce domaine-là. Donc ça n'a rien changé, c'est-à-dire à partir du moment où on a augmenté à 80 km/h, la vitesse n'a pas augmenté en fait au Danemark, parce qu'on considère 80 km, ah oui, ça va comme vitesse, on ne va pas la dépasser, c'est cohérent. Passer de 90 à 80, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les sondages donnent presque 3/4 des Français qui sont hostiles à ça et que ça rend fou furieux. C'est passer de 90 à 80, on rend les gens beaucoup plus nerveux. Ils ne vont pas la respecter parce qu'ils considèrent qu'elle est au-delà du supportable. Et notamment, et j'en termine là-dessus, dans cette France périphérique qu'on méprise en permanence. C'est ça le problème, c'est qu'on fait cette loi qui est formidable pour les grandes villes, sans doute, ou les entourages des grandes villes, mais toutes les campagnes, les zones de campagne où effectivement il y a peu de circulation et parfois moins de danger, et bien là on s'en moque parce que c'est des électeurs qui valent rien du tout, parce qu'en plus généralement ils ne votent pas correctement, et donc on prend cette mesure pour favoriser encore une fois un certain électorat. Est-ce que je peux faire un petit tac au tac? Je pense que la notion d'automobiliste frustré est une notion qu'il faudrait qu'on explore effectivement de manière anthropologique. Je ne me sens pas frustrée personnellement par le fait de réduire cette vitesse. Non. Ce que je voulais dire, c'est que là où je rejoins Jean-Christophe, c'est que je pense que la question de la France périphérique est un vrai sujet et que l'exaspération peut être effectivement assez forte quand on a l'impression qu'on rend plus difficile le fait d'aller au travail alors qu'on n'a pas accès au transport en commun. Donc faisons attention au fait justement de ne pas au fond, imposer des contraintes supplémentaires déjà à ceux qui en ont beaucoup sur le plan des transports. Donc, en ce sens, on est peut-être même d'accord, au sens où je dis il faut faire un truc général. Moi, je pense que la question de la circulation en ville, là où se multiplient les circulations douces, les vélos, les zones 30, les piétons, etc., c'est un sujet qui est, à mon avis, très important et peut-être même encore plus important que la question de la route. Et la deuxième chose, c'est que c'est très compliqué, le code de la route, la circulation routière. Je crois qu'on est aussi dans un moment de transformation des mentalités par rapport à la voiture. Là, je ne sais pas à qui vous vous référez, mais je pense qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui, quelque part, s'ils se disent c'est plus sûr de rouler à 80, eh bien, ils seront très contents de rouler à 80. J'opposerais aux automobilistes frustrés les automobilistes responsables. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus et la façon dont le gouvernement saura expliquer cette mesure en termes pédagogiques jouera un rôle très important sur la façon dont elle sera acceptée. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit la dangerosité quand même extrêmement forte des automobiles, des camions, la façon dont on est dans un moment où ça change quand même la relation à l'automobile. Je pense plus qu'on est dans les années 60 là-dessus. On salue nos amis Patrick et André
André. Patrick qui dit réduire la vitesse à 80 km/h ne doit pas être généralisé, mais réfléchi et uniquement sur certaines routes où effectivement le risque est tel qu'il faut réduire. Il est d'accord avec vous, Jean-Christophe. Et puis André qui nous dit encore un moyen de ponctionner un peu plus les Français. Ça, on va y revenir. Effectivement, la baisse de la vitesse est aussi une façon de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État via les amendes. Mais Anne Fulda, est-ce que ce n'est pas aussi une application de plus du principe de précaution? C'est-à-dire que comme il y en a quelques-uns qui conduisent mal, eh ben, on fait payer tous les autres. Après tout, c'est plus facile que de pourchasser les contrevenants. Alors, quitte à paraître à jouer la Candide dans l'histoire, je pense qu'il peut y avoir un objectif, qui est celui qui a été annoncé d'ailleurs, de diminuer la mortalité sur les routes, qui est particulièrement importante sur les réseaux secondaires. Alors après, où j'ai une interrogation. Moi, je suis plutôt pour, avec une interrogation qui est comment a-t-on vraiment la preuve que ce seuil, cette diminution juste de 10 km/h est la mesure efficace? Ça, c'est vrai que j'ai une vraie interrogation. Est-ce que, quitte à diminuer, alors là, je vais faire encore plus hurler, et que ça soit vraiment efficace, il ne faut pas diminuer plus. Est-ce que c'est vraiment ces 10 km/h qui vont permettre de sauver, là, ils disent entre 200 et 400 vies selon le gouvernement? C'est sûr que si tout le monde roule à 20 à l'heure, il y aura encore moins d'accidents. Non, pas 20 à l'heure. Non, mais c'est vrai que bon, il faut quand même revenir à l'objectif initial. Non, mais l'objectif initial, c'est quand même de faire baisser la mortalité routière, qui a augmenté cette année pour la première fois de façon aussi durable depuis 1972. Donc, c'est vrai qu'à l'époque aussi de la ceinture de sécurité en 73, à l'époque de l'installation des radars, tout le monde avait râlé et l'automobiliste s'était senti atteint dans son intégrité. Enfin, néanmoins, il s'agit aussi de sauver des vies. Donc, effectivement, moi, je suis a priori plutôt favorable. Je vous donne au passage le point de vue des internautes du Figaro. Ce n'est pas un sondage, encore une fois, hein, c'est sur la base du volontariat, mais ils sont 79% à être hostiles à l'abaissement à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaire. Jean-Christophe, et puis après on demandera Alexandre Malafaille ce qu'il en pense. Ce que dit Anne, effectivement, l'objectif est évidemment d'espérer de réduire la mortalité, mais moi j'ai lu en détail le rapport de la sécurité routière qui prône cette limitation. Et dedans, il y a objectif numéro 1, réduire le nombre de morts, parce que c'est 32% des décès en automobile, c'est à cause de la vitesse, mais aussi, et là ça prend plus de place, c'est moins de pollution, économie de carburant, enfin plein d'arguments qui n'ont rien à voir avec la mortalité. On sait que la distance de freinage, évidemment, quand on roule à 80 km/h, elle sera plus supérieure à 90 km/h, donc on pense que ça fera des chocs moins violents, etc. Donc il y a plein de critères comme ça qui ne sont pas que la lutte contre la mortalité. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait partie, comme le dit Lucie, d'une réflexion plus vaste et donc plus globale. Je vous donne le point de vue de Jean-François qui considère que la cause des accidents, ce n'est pas la vitesse, c'est la débilité des chauffards et aussi le mauvais état des routes. Alexandre Malafaille, avez-vous un point de vue sur ce sujet? Oui. Eh ben, je m'en réjouis, c'est pour ça qu'on vous a invité, figurez-vous. Je peux le faire. Déjà, je me réjouis que ce ne soit pas Anne Hidalgo qui, pour une fois, soit dans le collimateur des problématiques de circulation routière. Elle n'est pas c'est sûr qu'avec les bouchons qu'il y a à Paris, il n'y a pas de problème d'excès de vitesse. Non, mais c'est vrai que c'est une question. La vraie question, c'est 90, 80, 70. C'est vrai qu'on se demande à un moment donné quel est le bon étiage, quel est le bon réglage par rapport à ces questions de vitesse. Moi, ce qui me préoccupe, en fait, c'est la question de la transparence et donc de l'acceptabilité. Ce genre de mesure, c'est bien quand finalement la population y consent généralement et quand c'est pas encore une espèce de soumission à la loi. Or là, ça va plutôt être quelque chose qui va être soumis. Et c'est vrai que quand c'est entaché comme ça d'un peu de suspicion, parce que visiblement, on a peut-être apparemment aménagé le tronçon qui va bien pour faire en sorte que, bon, ça, c'est pas très satisfaisant. Maintenant, si en baissant un peu la vitesse et en aménageant les routes, on peut réduire la mortalité de quelques centaines de personnes ou 500, voire 1000 par an, il faut s'en réjouir parce que c'est évident, parce qu'on oublie les blessés aussi. Hein. Sachant qu'avec les progrès des voitures, en général, quand les gens sont blessés, ils sont très blessés. Ils sont protégés au niveau du tronc, mais ils sont beaucoup moins protégés au niveau des membres et on a des gens qui sont souvent dans des états très compliqués. Donc il faut se réjouir de cette mesure si elle amène vraiment un gain, mais il faudrait vraiment qu'on regarde ça dans la globalité. Deuxièmement, il faudrait que dans cette logique de transparence, quand même, que l'État ne soit pas toujours perçu comme étant mesquin, c'est qu'il y ait une vraie lisibilité aussi de ce que rapporte à l'État le matraquage au travers des amendes sur la route, parce que c'est, je crois, pas tout à fait loin de 2 milliards d'euros, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, mais on a un peu de mal à avoir les vrais chiffres, ce qui n'est pas non plus très satisfaisant, et ce serait là aussi intéressant d'avoir un avant et un après, parce que bien sûr qu'on va mettre des radars, bien sûr qu'on va contrôler, et tout ça, c'est des ponctions, et évidemment, ça impute un peu le train de vie des Français. Donc je pense qu'il faut essayer d'objectiver au maximum ces questions-là, et si l'État le faisait, en étant vraiment transparent, en mettant tout sur la table, peut-être que ça serait
serait plus facile de l'expliquer. Et peut-être aussi d'avoir une vraie sincérité, c'est-à-dire de dire si on collecte 2 milliards d'euros par an au travers effectivement des amendes sur les routes, on les affecte à l'amélioration des routes, ce qui est là encore loin d'être le cas aujourd'hui. Je crois qu'il y a un petit quart de ce qui est prélevé aujourd'hui qui est réinjecté en amélioration du transport routier. Mettre tout sur la table, c'est aussi parler de l'alcoolisme au volant, des gens qui utilisent leur téléphone, des gens qui s'endorment, des gens qui fument du cannabis, des gens qui font des rodéos dans les cités. C'est tous ces actes de délinquance autoroutière qui ne sont pas aujourd'hui sanctionnés pour 1000 raisons plus ou moins avouables. Le point que la technologie permettra peut-être de régler, c'est en fait, à un moment donné, donner une véritable information sur le pilotage, parce que c'est peut-être ce qui manque, c'est pas forcément une question de vitesse, c'est d'appréhension du danger, et le principal danger quand même, c'est la distance de sécurité par rapport à la voiture qui est devant soi. Et ça vient très vite, la nouvelle génération. Ça, c'est, voilà, le jour où on aura un petit radar automatique embarqué qui dit, là, vous rentrez dans une zone de danger, parce que vous n'avez plus assez de temps pour freiner en cas de problème, parce que votre temps de réflexe sera trop court, là, on aura fait un gain très important pour la sécurité routière. Si vous avez fumé du cannabis avant, parce que ça réduit votre capacité. Idem pour l'alcool. Il y a une chose qui est importante, c'est que effectivement la question de la vitesse vient souvent en accompagnement, en addition d'un autre problème. C'est-à-dire que c'est plus facile de légiférer sur la vitesse que de contrôler chacun actuellement par rapport à son taux d'alcoolémie. Mais la vérité, c'est qu'il y a une série de facteurs chez le conducteur à risque. Et ça, il faut pouvoir le dire. Moi, je trouve, juste pour dire une chose sur la pédagogie, parce qu'au fond, la transparence et la pédagogie, c'est ça que vous venez de dire, je trouve que ce gouvernement a parfois un vrai talent quand il faut aborder des sujets difficiles en termes de pédagogie sociale. Et moi, je lui fais assez confiance là-dessus pour avoir un discours articulé sur cette question de la sécurité routière. Donc on verra. Eh bien, on va voir, sachant que Édouard Philippe a dit qu'il y avait peut-être un risque politique à prendre ce genre de mesures, mais qu'il l'assumait. Nous avions une autre question à vous poser. La République a-t-elle oublié Charlie? Pourquoi cette question? Bien parce que le chef de l'État commémorait hier le 3e anniversaire de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo, puis de la prise d'otage à l'hypercachère. Cette commémoration a donné lieu à des informations nouvelles, notamment celle-ci. Charlie Hebdo dépense entre 1 million et 1,5 million d'euros par an pour assurer sa sécurité, parce qu'ils ont dû déménager, parce qu'ils ont dû installer un certain nombre d'équipements pour sécuriser leurs locaux. C'est la moitié des ventes au numéro du journal qui sert en fait à financer ces mesures. Est-ce qu'il est normal, question toute simple, Alexandre Malafaille, que ce soit Charlie Hebdo qui paye pour sa sécurité? Sur le principe, j'aurais tendance à dire non. Il me semble que là, on est face à un journal qui est l'objet d'un ciblage tout à fait particulier parce que symbolique, parce qu'on peut également imaginer que ceux qui sont passés une première fois, ou en tout cas leurs copains, seraient peut-être tentés de revenir parce que Charlie n'a pas changé sa ligne et que la dernière une, par exemple, sur Tariq Ramadan, le 6e pilier de l'islam, pourrait provoquer aussi quelques réactions. Donc de fait, on a affaire à un symbole et c'est vrai que quelque part, ce ne serait pas incohérent que ce symbole-là fasse l'objet d'une protection qui ne mette pas le journal sur la paille, parce que si j'ai bien compris, le risque de l'équation, c'est qu'à terme, avec ce niveau de protection, c'est l'existence même de Charlie Hebdo qui est en cause. Après, sur le fond, si chacun qui est exposé dans son activité privée doit faire appel à la collectivité publique, je dirais, pour être protégé, ça risque aussi de poser un problème infernal. On est vraiment à la limite, mais là, on a affaire à un symbole. Je pense que momentanément, ça aurait du sens, effectivement, de leur donner un coup de main. Anne Fulda ? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que ils l'ont écrit, ça a été écrit dans l'édito. Plus d'un exemplaire sur 2 vendu en kiosque sert à financer la sécurité des locaux et des journalistes. Donc c'est vrai que c'est une situation exceptionnelle. Et qu'il en va, il s'agit d'un symbole, il s'agit de défendre la liberté d'expression. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il y a eu, ça a été le désir des familles, mais une commémoration assez en retrait. On a l'impression que depuis 3 ans, il y a eu des reculs, il y a eu des changements, des glissements de terrain. Et donc oui, je trouve que ça serait rassurant que l'État puisse affirmer haut et fort et puis participer à la protection d'un journal qui symbolise la liberté d'expression et qui a été attaqué pour ça. Vous pensez que la France est moins Charlie qu'elle ne l'était le 11 janvier 2015 quand plus de 3 millions de Français sont descendus dans la rue? Elle semble l'être. Alors évidemment, il y a eu ce malentendu sur qu'est-ce que ça veut dire être Charlie. C'est pas tellement adhérer à ce que représente à la ligne éditoriale de ce journal, mais plutôt à ce qu'il
satire à la française et que c'est ça qu'il faut défendre quand on dit qu'on est Charlie. C'est pas la ligne rédactionnelle, à la limite, d'une certaine façon, qu'importe. C'est ce symbole-là qu'il faut défendre. Et oui, on a l'impression que, notamment venant de la gauche, d'ailleurs ça a été dit là, ce samedi lors du colloque qui a eu lieu au printemps républicain, auquel a participé Elisabeth Badinter. Oui, c'était dit assez clairement qu'il y a une partie de la gauche qui semble presque aller dans une espèce de culture de l'excuse, qui est une espèce de retournement victimaire. Et ça, je trouve ça inquiétant, oui. Lucie Smith, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Je vais vous citer la phrase exacte d'Elisabeth Badinter, à laquelle Anne faisait allusion à l'instant. Elle a dit hier: une partie de la gauche est devenue la complice la plus active de ceux qui cherchent à détruire la laïcité. On appelle ça, pour faire court, l'islamo-gauchisme. Moi, je pense que ce qui est très compliqué sur cette question de Charlie, je m'étais fait la réflexion, vous recevez souvent Patrick Pelloux, et qui est extraordinairement émouvant lorsqu'il évoque la mort de ses amis, lorsqu'il parle au fond de la liberté d'expression. Parce qu'il était chroniqueur à Charlie Hebdo. Il était chroniqueur à Charlie Hebdo, juste après la tuerie. Et par ailleurs, il est médecin urgentiste, donc il avait aussi un regard, j'allais dire, de clinicien sur ce qui s'est passé. Donc moi, je suis assez d'accord sur la question de principe qui est que Charlie est un symbole. Après, je voulais quand même dire une chose, c'est que c'est aussi cette semaine, au moment des commémorations, que Philippe Lançon, qui est un des journalistes qui a subi, qui a survécu, qui a subi d'incessantes opérations très graves en fait, parce qu'il était défiguré après ce qui s'est passé, a fait un texte très émouvant aussi sur la question de pourquoi je suis Charlie est quelque chose qui au fond peut avoir plusieurs sens, et un sens qui est la défense de la liberté d'expression, ou un sens qui peut être en quelque sorte pris par chacun pour dire je suis plus Charlie que toi. Et donc moi, ce qui me dérange, j'apprécie beaucoup Elisabeth Badinter, mais c'est qu'elle donne des leçons en disant ceux qui ne sont pas dans la salle ne sont au fond pas des démocrates ou pas des gens qui défendent la liberté d'expression. Je suis gênée à l'idée que la défense de Charlie Hebdo, qui est pour moi un symbole très fort de notre liberté d'expression, de la démocratie française, etc., tourne à quelque chose d'une croisade contre l'islam. Parce que pour moi, le terrorisme n'est pas égal à l'islam, parce que j'ai des amis musulmans qui sont parfaitement démocrates, et je pense qu'il y a eu un malaise. Oui, mais on sentait déjà le malaise au moment où ça s'est passé. Et donc, quelque part, je trouve ça dommage que dans nos débats, on n'arrive pas, en quelque sorte, à dépasser cette difficulté qu'il y a. Je trouve ça d'ailleurs assez frappant que ça agite la gauche, qu'une certaine gauche renvoie à une autre gauche l'idée qu'elle n'est pas vraiment de gauche, et je regrette l'idée qu'au fond, la chose tourne à une bataille rangée ou à une guerre de tranchées. Voilà. Jean-Christophe Buisson. Alors, ce qui est fascinant, c'est que finalement, les indigènes de République, Edoui Plenel, ont gagné. Ont gagné, mais si, ils ont gagné parce que ce n'est pas un sentiment que les gens sont moins Charlie. Des sondages le prouvent. Là où il y avait 90% des gens qui se sentaient Charlie après les attentats, ils sont plus que 60% aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis, il y a une petite musique qui consiste à dire qu'ils l'ont bien cherché, qu'ils ont continué à faire la provocation, qu'ils sont au fond islamophobes parce qu'ils ont obsédés par le fait de faire des unes sur Tariq Ramadan ou sur l'attentat en Catalogne en disant islam, religion de paix. Et donc cette petite musique a laissé penser aux gens que oui, effectivement, quand même, ils vont très loin, Charlie. Et non seulement ça, mais surtout, ils sont obsédés par l'islam, ils ne parlent que de ça. Or, les gens qui lisent comme vous et moi Charlie Hebdo savent qu'ils continuent à se moquer de tout et de tout le monde. Des Américains, des Russes, des Catalans, des Corses, des Juifs, des musulmans, des catholiques. Sauf que la musique qu'on entend, ça n'est plus Charlie Hebdo se moque des catholiques, se moque des Juifs et des rabbins, il se moque de l'islam. Et dès qu'il se moque de l'islam, on en fait tous des tonnes là-dessus en disant vont-ils trop loin? Et à force, les gens ont fini par se dire oui, c'est vrai quand même, ils exagèrent parce qu'ils ne lisent pas tous Charlie Hebdo et parce que quand ils se moquent des autres, on n'en parle pas. Et c'est là où ils ont gagné, d'une certaine manière, ils ont grignoté nos esprits, peut-être pas le vôtre encore, mais vous n'êtes pas loin de penser qu'effectivement, ils sont islamophobes au fond. Vous n'êtes pas loin de dire ça. Et il ne faut absolument pas en arriver là. Après, le texte dont vous parlez de Philippe Lançon dans Libération samedi, il est très intéressant là-dessus parce que Philippe Lançon dit peut-être qu'on a fait une erreur en utilisant ce slogan quasi publicitaire « Je suis Charlie » parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent être choqués par l'idée de blasphème dans un journal. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont pas des fanatiques de Charlie Hebdo. Et le fait de se dire « je suis Charlie », à partir du moment où on s'éloigne de l'événement, de l'émotion de l'événement, fait que, bah oui, finalement, Charlie, je ne l'achète plus tous les jours, donc je ne suis pas Charlie. Et donc, il y avait un danger que ce terme, effectivement, soit dévoyé, et son papier est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Lucie répond, et ensuite, Alexandre. Je vais répondre brièvement, mais au moment même où je manifestais par rapport à Charlie Hebdo, j'ai senti une condamnation extrêmement forte de ce qui s'était passé chez certains amis
musulmans, mais pour autant une gêne à s'associer au cortège. Donc voilà, je crois qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas tous pareils et que notre manière, par exemple, de prendre position publiquement ou notre manière d'assumer certains sujets peut être différente en fonction de notre parcours personnel, de notre culture, etc. J'assume de dire ça et je pense que c'est d'ailleurs aussi ce qui ressort très bien du texte de Philippe Lançon qui dit en quelque sorte, ce qui est dommage, c'est de dire « je ». C'est qu'il n'y ait pas eu quelque chose autour du « nous ». C'est-à-dire, au fond, nous sommes Charlie, peut-être que ça aurait été plus simple que de dire « je suis Charlie », qui là a permis au fond à chacun de dire « je le suis plus que toi » ou « tu l'es moins que moi » ou « je ne veux pas l'être avec toi ». Parce qu'on est quand même dans une société très individualiste où la question de comment moi je ressens les choses est souvent mise en avant au détriment de quelque chose qui serait construit collectivement. Et je tiens, pour terminer, à dire que mon esprit n'est pas grignoté. Mais si on disait « je suis français » plutôt que « je suis Charlie », ça serait quand même plus simple. Ou « je suis républicain ». Une fois de plus, la problématique, c'est le mal nommé. C'est-à-dire qu'à chaud, on était tous Charlie parce que ça signifiait quelque chose. Mais une fois qu'on réfléchit un tout petit peu sur le sens et bien sûr sur le contenu, sur Charlie, etc. Et dès qu'on nomme mal, à un moment donné, il y a une dérive, il y a un délitement. Je pense que si on faisait un sondage aujourd'hui pour dire est-ce que vous êtes pour la liberté d'expression, on aurait quasiment 100%. Et donc on a un décrochage par rapport à Charlie. Donc il faut bien nommer, c'est comme sur la laïcité. Charlie. Je sais pas, parce que j'ai envie de dire Charlie, parce que je pense à Tango, Papa Charlie. Voilà, c'est ça. J'ai une petite musique qui tourne dans la tête. Comme ça, on perd l'esprit Charlie. Voilà, exactement. Français. J'ai toujours ça en tête quand je pense à lui. Bon. Non, mais voilà, je pense que c'est comme le mot laïcité. On n'arrive pas à définir un véritable contenu sur le mot et donc on n'est pas d'accord. Donc quand les mots ne sont pas précis ou bien définis, ça finit par partir dans tous les sens. Je vous rappelle la question sur Twitter et je vous repasse la parole bien sûr tout de suite après, chère Anne. La République a-t-elle oublié Charlie? Vous répondez sur le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Et pour l'instant, la réponse est oui à 61%. Deux avis d'internautes que nous saluons. Annick qui nous dit être Charlie ne signifie pas forcément adhérer aux valeurs du journal, mais être attaché à la liberté d'expression. Tandis que Covey nous dit on aime ou on n'aime pas, personne n'est obligé de lire Charlie Hebdo. Anne Fulda. Non, c'était juste pour abonder dans le sens de ce qu'a dit Jean-Christophe. En fait, Mediapart et Edoui Plenel, on ne l'entend pas lorsqu'il y a une sur le pape, etc. En revanche, dernière une, qui a créé un petit émoi, il a fait un édito pour dire que c'était l'équivalent d'une guerre aux musulmans. Donc, et d'ailleurs, Riss avait répondu en disant ça, il nous condamne une deuxième fois, parce que ça veut dire qu'il nous enferme là-dedans. Et il y a une vraie responsabilité, je trouve que c'est grave. Donc effectivement, Mediapart, on l'entend juste là-dessus. S'il y a une sur le pape, on n'entendra pas Edoui Plenel s'en émouvoir, ou une sur un rabbin caricaturé. Mais là, il dit oui, Charlie Hebdo fait la guerre aux musulmans. Donc il y a une responsabilité quand même. Jean-Christophe, un dernier mot là-dessus. Puisque Anne Fulda abonde dans mon sens, j'abonde dans son sens, puis nous allons nous quitter main dans la main. La France a en son sein, et c'est ça qui est dramatique, la France a en son sein à un moment donné des gens qui participent d'une action qui creuse, vraiment contribue à creuser des trous dans la coque du navire France. Et il y a une irresponsabilité d'un certain nombre de leaders d'opinion, de leaders politiques qui ne se rendent pas compte que, alors bien sûr c'est sympa l'idéologie, c'est sympa les débats, mais quand on rentre dans la vraie vie, quand on se rend compte de ce que ça a comme effet, en effet de masse par rapport aux enjeux de cohésion nationale, c'est dramatique. Et là je pense qu'effectivement quelqu'un comme Edoui Plenel, et à un moment donné, joue dangereusement avec le feu parce que ça agite des tensions et des tentations qui peuvent à un moment donné nous coûter très cher au plan national en termes de cohésion. Mais Edoui Plenel a sûrement des tas de torts, mais on est aussi dans un pays où il y a une capacité de chacun à utiliser certains mots fétiches, comme vous le disiez, sans en avoir un contenu commun. Et je pense que le terme de laïcité, comme le terme de république, sont des sujets sur lesquels il y a des difficultés de contenu. Comme le terme d'islam. Comme le terme de musulman, quelque part aujourd'hui, on y associe des comportements qui sont des comportements déviants, alors qu'il s'agit juste de pratiquer sa religion. Si on revient sur ce que dit Anne Fulda, vous vous rendez compte de la violence du terme Charlie Hebdo fait la guerre à l'islam dans la bouche d'Edoui Plenel? C'est totalement irresponsable d'écrire ça quand même. Mais ça veut dire que Charlie Hebdo ne fait pas la guerre à l'islamisme, ne fait pas la guerre au terrorisme, il fait la guerre à l'islam. Je ne savais pas que j'étais sur ce plateau pour dire que je n'aimais pas Edoui Plenel. Et j'espère élargir un peu le débat parce que je pense que quelque part, il surfe. La responsabilité d'une certaine gauche quand même. C'est pour illustrer ce que disait D'accord, mais Badinter. je pense qu'il y a surtout une espèce de manière de surfer sur des termes que, pour le coup, les hommes et les femmes politiques de ce pays ont employés avec des sens tout à fait différents les uns et les autres, et qu'il y a une responsabilité plus vaste. Et qu'on arrive à un moment où, effectivement, de cristallisation, parce que, par ailleurs, il y a mort d'hommes, mort de femmes, mort de démocrates. Voilà. Donc, mais c'est aussi quelque chose qui est monté depuis 15 ans, 20 ans, et qui dépasse largement Edoui Plenel. Un dernier point de vue, déposé sur le Figaro.fr d'un internaute. Oui, l'islamisme gauchiste a gagné en France, pas depuis Charlie, mais depuis une vingtaine d'années. C'est une opinion, nous vous la livrons, car telle est la règle de cette
cette émission. Parlons d'un sujet qui n'a rien à voir, qui est plus léger, heureusement. Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, était ce matin au ministère des Transports. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de bugs dans le transport routier français. Jean-Christophe Husson pourrait vous en parler, car il a largement tweeté sur son départ en vacances qui a été contrarié par un grand bug au gare Montparnasse. Ou alors vous ne pouviez plus rentrer à Paris. Je me souviens plus que vous Les deux, parce que j'étais les 2 fois à Montparnasse cet été quand il y a eu le grand bug et cet hiver et cet automne aussi. Donc voilà. C'est moi qui porte la poisse. Voilà, c'est ça. Voilà, donc désormais on mettra sur internet les dates de vacances de Jean-Christophe. Ça vous saurez que vous n'allez pas prendre le train le même jour. Toujours est-il, pour revenir à nos moutons, que Guillaume Pepy s'est engagé ce matin, de même que le patron du réseau ferré français, d'informer mieux les voyageurs, de mieux gérer les travaux en cours. Mais sur le fond, c'est un peu business as usual, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sanctions, il n'y a pas encore moins de démissions. Alexandre Malafaille, est-ce qu'on a titré ce sujet de façon un peu provocatrice, Pepy convoqué au ministère des Transports une mascarade pour l'interrogation? D'ailleurs, les tweetos sont... oui, c'est comme ça qu'on dit. Les tweetos sont invités à y répondre. Mais vous, Alexandre, est-ce que vous pensez que c'était un peu du théâtre, cette convocation? La seule information que j'aurais aimé voir, c'est est-ce qu'il est arrivé à l'heure? C'est à peu près la seule chose qui aurait peut-être pu faire réagir. C'est drôle, ça. Il n'est pas avec le train, oui. Voilà. Non, mais très sincèrement, que l'autorité de tutelle, en l'occurrence l'État actionnaire, qui pour le coup est l'actionnaire et dans son rôle d'État actionnaire, convoque ou est en entretien avec le directeur général de la boîte en question, le PDG, ça me paraît normal. Ça ne devrait pas être médiatisé. Voilà, ça doit être fait de manière tout à fait discrète, sans qu'il y ait besoin d'en rajouter. Après, là encore, c'est très clair où on veut faire une victime expiatoire, et puis on en fait une, comme ça a été fait par le passé, comme ça a été fait d'ailleurs par ce gouvernement dans certains cas. On a vu à un moment donné un certain chef d'état-major dans le collimateur, on a vu un préfet à Marseille et son secrétaire général dans le collimateur et démissionner à la suite d'un attentat. Donc on sait que quand on veut aller chercher la responsabilité, on va la chercher. Le problème de la SNCF dépasse largement Guillaume Pepy. Je veux dire, il y a un problème de fond, de modernisation, d'augmentation du trafic. Voilà. Après, je pense que les gens font globalement plutôt pas mal leur boulot. Alors je ne sais pas évaluer, je n'ai pas vu la fiche de poste de Guillaume Pepy, je ne sais pas s'il fait bien son job ou pas, mais voilà, je pense qu'il remplit une mission qui est, à mon avis, extrêmement compliquée. Voilà. Donc que l'État fasse son boulot, c'est bien, qu'il reste dans son rôle. Là encore, ce qui est très intéressant, c'est la répartition entre le rôle de chacun. C'est-à-dire, c'est comme dans un bâtiment, le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage. Qui est en charge de quoi? Si l'État est bien dans son rôle d'actionnaire et qu'il a fixé des lignes claires à une équipe dirigeante et que l'équipe dirigeante met en œuvre et que tout va bien, voilà, après, si les choses ne sont pas faites, à un moment donné, il faut sanctionner. Donc moi, c'est la chose qui m'intéresse, c'est l'écart entre les deux. Sinon, c'est de faire du bruit pour rien et ce bruit-là n'a pas beaucoup d'intérêt dans la durée. Je pense qu'il faut faire attention, voilà, à ne pas agiter des victimes expiatoires. Voilà. Et puis après, je pense que dans la durée, à court terme, je pense que Guillaume Pepy n'est pas menacé. Je pense que les 2-3 années qui viennent sont des 2-3 années où il va y avoir un certain nombre de sujets à poser sur la table et qu'il est plus un atout pour le gouvernement pour aider notamment la problématique des régimes spéciaux à être réformés plutôt que quelqu'un qu'il faut pousser vers la sortie. Donc je pense qu'à court terme, il n'est pas en position de faiblesse. En tout cas, pour l'instant, vous êtes 80% sur Twitter à considérer que oui, cette réunion, cette convocation était une mascarade. Anne Fulda, si vous aviez été ministre des Transports, auriez-vous limogé Guillaume Pepy? Non, parce que je crois effectivement que le gouvernement aura besoin de ces bons services dans les mois à venir. Pourquoi? Pour réformer l'entreprise, pour changer le statut des cheminots Oui, pour ça et aussi dans le cadre de certaines négociations sur le travail. Mais bon, dans le temps, on disait on commandait un rapport quand quelque chose n'allait pas. Là, on commande un audit et puis on fait quand même de la communication. Vous dites que ça aurait dû être se faire dans le secret. Non, parce que l'État, qui est effectivement le principal actionnaire, doit montrer qu'il a toujours la main. Donc voilà. Donc bon, c'est un peu une mascarade. On se doutait qu'il ressortirait toujours président de la SNCF de cet entretien. Bon, après, qu'est-ce que... Bon, je dois dire que je suis un peu... je ne sais pas trop... Ça ne vous choque pas, en tout cas, qu'il soit toujours en poste? Non, est-ce qu'on peut... Bon, c'est vrai que cela dit, les dysfonctionnements étaient quand même assez importants. Et c'est vrai que s'il n'est pas viré, c'est clairement parce que le gouvernement a besoin de lui. Guillaume... Un autre aurait peut-être laissé sa peau, effectivement. Guillaume nous dit la SNCF tire son budget d'investissement des moyens que l'État lui octroie. Donc, si pas de budget, pas de travaux d'entretien réalisés. Je suppose que ça veut dire que l'État a une part de responsabilité, peut-être pour ne pas avoir suffisamment tôt débloqué l'argent. Pour faire ces travaux, on rappellera au passage que la dette de la SNCF se monte à 50 milliards d'euros. Lucille Schmid. Oui, moi je pense que Guillaume Pepy
Il est là depuis 2008, il connaît parfaitement l'entreprise. Je voulais quand même rappeler qu'en 2018, c'est l'année où il y a ouverture à la concurrence sur les réseaux ferrés par rapport aux directives européennes. Donc on est dans une année charnière. Et de toute façon, je n'ai pas remarqué qu'il y avait beaucoup de candidats au fait de prendre la place de Guillaume Pepy. C'est quand même aussi un signe, c'est-à-dire que c'est un job qui est extraordinairement difficile et dans lequel, si on est un tant soit peu honnête lorsqu'on est ministre des Transports, et Elisabeth Borne connaît très bien la SNCF également. Elle y a travaillé 5 ans. Elle y a travaillé. Le sujet, c'est qu'au fond, on sait très bien que quelque part, c'est un job à très haut risque et sur lequel il y a, depuis 15 ans, depuis 20 ans, on a fait du tout TGV parce que les élus en voulaient et parce que ça incarnait le modèle français avec Alstom qui voulait vendre ses trains. Donc la réalité, c'est qu'on est dans une situation où Guillaume Pepy, c'est le mec qui manage le mieux, y compris sur le plan social, parce que c'est quand même une entreprise difficile, très syndiquée, les cheminots, et qui réussit à faire croire aux usagers qu'on va s'en sortir sans trop de problèmes, alors que ça va coûter extrêmement cher aux contribuables, parce qu'il faut se mettre à maintenir les voies, refaire les gares et faire en sorte de remplacer les trains du quotidien. Alors c'est sorti, là, c'est un très bon slogan, le train du quotidien, mais sauf que ça fait 15 ans qu'on aurait dû s'occuper au quotidien de ce que c'est que le transport en commun en Île-de-France, dans les grandes villes, dans les agglomérations. Donc il y a une responsabilité conjointe, et de toute façon, personne ne ferait aussi bien que Guillaume Pepy pour défendre l'image de la SNCF. Il tient très bien vis-à-vis des journalistes, il tient très bien vis-à-vis des syndicats, il tient relativement bien vis-à-vis des usagers, des clients, comme il dit. Il met beaucoup d'argent dans la communication depuis voilà, 2 ans. Il est excellent là-dessus, et il a été nommé par Nicolas Sarkozy, il est marqué à gauche, enfin c'est quelqu'un qui quelque part est devenu incontournable, et notamment parce que la situation va être extrêmement difficile. Je vous propose de verser une pièce supplémentaire au dossier en écoutant le patron de la CGT, Philippe Martinez. Pour lui, s'il y a des problèmes à la SNCF, eh ben, figurez-vous que c'est parce qu'il n'y a pas assez de cheminots. Écoutez-le. Il faudrait embaucher de nouveau des cheminots ? Il faut embaucher parce qu'on a perdu des métiers dans tous les domaines. Il faut redonner de la cohérence à la SNCF. Vous savez que l'entreprise a explosé en 3, qui génère beaucoup de problèmes. Il faut retrouver un groupe compact avec des gens qui travaillent mieux ensemble. Et puis des investissements, effectivement, arrêter de sous-traiter, arrêter de faire des partenariats avec le privé. Jean-Christophe Buisson, problème des effectifs. La CGT, depuis 10 ans, depuis Guillaume Pepy à la tête de la SNCF, a passé des accords permanents avec Guillaume Pepy. En échange de l'absence de grève, on protège, les emplois protégés sont encore plus protégés qu'ils ne devraient être protégés. Et on ne touche pas effectivement à certains statuts, notamment liés à la fonction syndicale de certains élus, etc. Donc tout ça est un arrangement depuis le début, c'est pour ça qu'on est dans un théâtre d'ombre, effectivement. Et c'est très intéressant ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, parce qu'il a rappelé l'histoire avec le général de Villiers. Et c'est parce qu'il y a eu l'histoire avec le général de Villiers, où on a vu que Emmanuel Macron et son Premier ministre pouvaient faire acte d'autorité, et quand il convoquait personne, ça pouvait pour le mettre dehors, et rebelote avec le préfet, qu'on s'est dit « Ouh là là, il est convoqué ». Macron est capable de le mettre dehors, alors que depuis le début, et vous l'avez tous dit, on sait très bien qu'il ne sera pas mis dehors parce qu'il aura effectivement la concurrence et la suppression, ou en tout cas la grande réforme des régimes spéciaux à gérer. Et il n'y a que lui qui peut les gérer, justement parce que ça fait 10 ans qu'il est en accord avec les syndicats, ils se sont échangés plein de choses, et que maintenant il a une légitimité et il n'aura pas une grève massive quand il commencera à discuter sur le fond, notamment des régimes spéciaux, alors que quelqu'un qui arriverait là demain, évidemment, c'est le premier truc qu'il prendrait, c'est le TGV qui prendrait en pleine poire immédiatement. Donc effectivement, évidemment, c'est un théâtre d'ombre, qu'évidemment, il n'était pas convoqué pour être viré, mais il était convoqué pour donner l'impression qu'on pourrait le faire parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. C'est pour ça que c'est de la communication avant tout, et que Emmanuel Macron, dans ce domaine, est le roi absolu depuis 8 mois. Il y a quand même juste une petite chose, c'est que dire qu'on va faire les trains du quotidien, s'intéresser à l'aménagement du territoire, ne plus faire le tout TGV, c'est quand même une espèce de retournement à 180 degrés en fait, de la stratégie qui a été menée par Guillaume Pepy. On lui fait confiance pour mener une stratégie qui est l'inverse de celle qu'il a menée jusqu'à présent. Est-ce qu'il en sera capable ? Est-ce qu'il sera capable notamment de créer aussi du collectif autour de lui ? Parce que ça suppose quand même d'avoir des gens dans les territoires, de travailler avec des élus qui aujourd'hui savent que c'est plus le tout TGV. Moi, je m'interroge. C'est-à-dire que je pense qu'il est impossible de remplacer Guillaume Pepy, mais la question
de comment est-ce qu'on crée une espèce de collectif autour de ce sujet SNCF est posée. Et là-dessus, Elisabeth Borne, évidemment, a des propositions à faire. La question en 30 secondes, la question de la modernisation et de la SNCF et puis de tout ce qui est francilien, métro, enfin, c'est monstrueux. Ouais. C'est dans un état qui n'est pas bon. On y met tous les ans de l'argent. Je crois qu'à la SNCF, il y a plus de 3 milliards par an. Et quand on voit les dysfonctionnements, quand on voit l'état du parc, quand on voit les besoins, et quand on voit, bien sûr, après le poids de la masse salariale, le poids de la retraite des cheminots, etc., je ne sais pas comment l'équation sera un jour résolue. En tout cas, je serai à la place de... Et tout ça doit se faire avec les autorités des régions, des départements et des villes aussi. Qui financent une partie des trains régionaux. Milliards d'euros par an. Je propose de laisser le dernier mot à JLR, un internaute du Figaro.fr qui nous dit « On cherche surtout un bouc émissaire pour les problèmes de la SNCF ». Donc Guillaume Pépi, si vous nous écoutez, je pense qu'a priori, vous pouvez être assez serein pour votre avenir immédiat. Passons à un sujet qui n'a rien à voir. On vient de connaître les chiffres du nombre de demandes d'asile pour 2017 et on atteint les 100 000. C'est le niveau le plus élevé qu'on n'a jamais enregistré en France. Comme le confirme le directeur général de l'OFPRA, qui gère les demandes d'asile, il s'agit de Pascal Brice et il était ce matin sur CNews. C'est le plus haut niveau atteint en France depuis au moins 40 ans. En même temps, ça n'est pas un afflux massif, c'est une hausse régulière depuis 10 ans, une augmentation de 17% d'une année sur l'autre, et puis c'est toujours 2 fois moins qu'en Allemagne, mais 100 000 demandeurs, c'est effectivement... C'est important, 17% de plus. Oui, c'est une progression soutenue à laquelle nous avons fait face. 100 000 combien accordés ? 43 000 personnes se sont vues reconnaître une protection, des hommes, des femmes, des enfants, parce qu'elles ont fui des guerres, des persécutions. 43 000 personnes réfugiées ou protégées subsidiaires, protégées par la République, parce qu'elles fuient ces persécutions et ces guerres. Anne Fulda, est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre le discours officiel sur le thème, en gros, on peut gérer, et puis une inquiétude chez les Français face à ces demandes d'asile et ces migrations qui sont en flux constant, voire qui augmentent dans le cas des demandeurs d'asile ? Oui, très certainement. Et c'est vrai que d'ailleurs, dans ce cadre-là, ça sera intéressant de voir comment le gouvernement va s'en sortir lors de la discussion du projet de loi sur l'immigration qui va arriver prochainement à l'Assemblée. Ça risque d'être d'ailleurs un peu compliqué pour le gouvernement parce que visiblement à l'Assemblée, il y a des députés qui semblent avoir un positionnement un peu plus à gauche que n'a celui de l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc ça sera un test intéressant. Jusqu'à maintenant, bon, il a dit qu'il ferait un projet de loi qui serait à la fois empreinte d'humanité et de fermeté, mais bon, on n'a pas vraiment en même temps, on n'a pas vraiment de précision sur la manière dont il va y avoir des frondeurs bientôt à l'Assemblée. C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des oppositions au sein même des députés en marche sur cette question ? Donc, oui, il y a un décalage, il y a une espèce de... Ce qui est étonnant aussi, c'est quand on regarde de près les chiffres où on voit la provenance des migrants, parce que on a vu le premier pays, c'est l'Albanie. Ensuite, beaucoup de... Il n'y a a priori pas de menace islamiste. Voilà. Ils sont même candidats à la candidature à l'entrée dans l'Union européenne. Oui, c'est étonnant. Le deuxième, c'est l'Afghanistan. Ensuite, Haïti, les Soudanais et les Guinéens qui viennent en dernier. Et ils ont noté qu'il y avait une forte augmentation de ceux qui demandent à venir en France et qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est intéressant. Plus pour des raisons économiques. Plus pour des raisons économiques. Donc en fait, ça ne correspond pas aux clichés qu'on a souvent sur le profil des demandeurs. Lucie Schmid, oui, on pensait qu'ils venaient d'abord de Syrie et d'Irak, ces demandeurs d'asile victimes de l'État islamique, et en fait non. Non, ils demandent l'asile, les Syriens, partout en Europe, et notamment en Allemagne. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est qu'il faut bien se rappeler que le droit d'asile, c'est un droit constitutionnel, que la France a signé la Convention de Genève et que quel que soit le contenu de la loi sur l'immigration que présentera Gérard Collomb, il ne pourra absolument pas remettre en cause le droit d'asile. Donc on voit bien que du côté de l'opinion publique ou même dans les débats, on voit bien qu'on a tendance à englober la question de l'asile dans la question migratoire, alors que c'est quand même quelque chose de différent. C'est-à-dire que lorsqu'on est une démocratie, on doit... accueillir sur son sol la personne persécutée et tant que son dossier n'est pas réglé, tant qu'il n'a pas eu le statut ou son statut a été rejeté, on se doit de lui offrir la possibilité d'être en résidence. Mais les deux sujets sont liés quand même, non ? Parce que les demandeurs d'asile sont des immigrés.
Les demandeurs d'asile sont peut-être des immigrés, mais c'est un droit constitutionnel de les accueillir, de traiter le dossier et le sujet, en fait. Je pense que Pascal Brice a dû en parler ce matin, mais c'est la possibilité, le patron de l'OFPRA qu'on a vu tout à l'heure, c'est de faire la procédure rapidement pour savoir s'il y a octroi de la demande d'asile ou pas. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas reçu le statut de demandeur d'asile, vous êtes expulsable. Et là, on peut considérer donc que vous n'avez plus droit au droit du demandeur d'asile. Mais tant que vous êtes dans la situation où on examine votre dossier, vous avez droit à la protection de l'État français. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que, y compris lorsqu'on prend des lois, en général, on prend une loi sur l'asile. Et je ne sais pas quel sera le contenu de la loi sur la migration, si ça sera sur l'immigration irrégulière, sur l'immigration économique, sur la question des quotas, etc. Mais l'asile est à part. Donc ça, je voulais quand même le dire, parce que, du coup... On ne peut pas dire que l'asile est à part, c'est le problème. C'est comme tout à l'heure sur la limitation de vitesse, on est obligé de l'inscrire. Non, c'est pas pareil. On est obligé de l'inscrire dans un problème plus vaste. C'est que vous avez 1000 fois raison que c'est un droit constitutionnel, que l'asile doit être accordé, en tout cas les dossiers doivent être traités, mais une fois que les gens sont rejetés, c'est là où le bas blesse, c'est qu'ils ne sont pas ramenés chez eux pour plein de raisons, d'ailleurs qui sont des raisons techniques, qui sont des raisons financières, bien plus que morales ou humanitaires, parce que souvent, par exemple, un pays comme le Pakistan refuse qu'on renvoie des gens chez eux, refuse. L'ambassade de Pakistan ne délivre pas, donc les gens ne peuvent pas rentrer chez eux. Ça coûte très cher. Donc l'asile, c'est très bien, mais vous êtes obligé, pas vous, mais l'État est obligé de prendre en considération ce qu'il se passe après que le droit d'asile ait été refusé, notamment aux Albanais. Non, mais vous connaissez parfaitement la question de ceux qui restent, mais je voulais quand même insister, et j'y tiens, sur le fait qu'il y a un droit d'asile qui est reconnu au niveau international par la Convention de Genève. Après, la deuxième chose sur laquelle je voulais quand même dire une chose, c'est que s'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile, c'est pas parce qu'ils veulent nous envahir, c'est parce que le monde est de plus en plus instable et que la question des conflits africains est une question qu'on a devant nous. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait quelque part pour maîtriser l'arrivée de demandeurs d'asile, effectivement par une politique de coopération avec certains États, comment est-ce qu'on fait en sorte, justement, puisqu'on parle d'ensemble plus vaste, moi j'aurais tendance à dire comment est-ce qu'on rattache ça à une politique étrangère. Ça me semble un point essentiel. Après, il y a la question de l'efficacité procédurale, il y a l'OFPRA, il y a aussi une cour d'appel. Je pense que la France est un pays qui a gagné en efficacité. Je voulais quand même insister là-dessus. On a peut-être plus de demandeurs d'asile. Par ailleurs, ça augmente, mais c'est quand même 2 fois moins qu'en Allemagne. Et on est de plus en plus efficace sur le traitement juridique. Ils viennent demander, ensuite, après l'Allemagne, ils viennent chez nous. Et après, on ne les renvoie pas en Allemagne. Pas tous. Je vous assure, Jean-Christophe, qu'ils ne veulent pas tous venir en France. Ce n'est pas si simple de venir en France. On est d'accord pour dire qu'à un moment donné, l'immigration peut être une chance, que d'ailleurs, on a tous des produits plus ou moins de l'immigration à l'échelle européenne, à l'échelle continentale, etc. Le sujet n'est pas là. Mais quand on voit effectivement la trajectoire de la manière dont on a géré l'immigration en France depuis 60 ans, depuis les débuts des années 60, et quand on voit la situation actuelle, on n'a pas de quoi être très content et très fier de nous. Et le problème, c'est ça, c'est de dire, OK, il y a un flux. Mais est-ce qu'on sait bien aujourd'hui intégrer, y compris ceux qui constitutionnellement ont le droit de venir chez nous parce que la situation fait qu'ils peuvent bénéficier de l'asile? Est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on sait bien faire? La réponse est non, on ne sait pas bien faire. On n'a pas réussi à travailler sur ces questions-là. Et les questions qui touchent au vivre ensemble, au travailler ensemble, toutes ces questions sont largement posées et débattues, et souvent de manière brutale et violente. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est au-delà de l'aspect technique de la loi, sur les aspects effectivement de raccompagnement ou pas, des procédures qu'on peut mener jusqu'à leur terme ou pas. Mais derrière, c'est comment on va faire une nation avec cette espèce de société en perpétuelle évolution, qui n'est pas figée, qui ne sera jamais figée d'ailleurs, et c'est tant mieux, mais comment on va arriver à faire nation? Ça faisait partie des vœux du président de la République le 31 décembre. Il a fait tout un petit couplet sur les enjeux de cohésion nationale qu'il voulait effectivement porter, si je puis dire, sur les fonds baptismaux de la réflexion en 2018. Ça me paraît être un vrai sujet de fond, bien plus important et bien plus vaste qu'effectivement que les aspects techniques de cet aspect-là qu'il faut gérer, mais vraiment le comment on va vivre ensemble dans les 50 prochaines années et comment on y réfléchit aujourd'hui, ça c'est fondamental. Je vous livre une réaction et après je vous passe la parole de Cindy sur Internet qui nous dit « Charles Aznavour avait raison hier soir sur France 2 quand il disait qu'il était favorable à un tri avec toutes les guillemets qui s'imposent des migrants ». C'est une réaction qui a fait beaucoup parler. Et puis je voudrais vous aussi livrer à votre réflexion. Ce chiffre, il vient d'un sondage fait par la Fondation Jean Jaurès. 48% des Français sondés adhèrent à la théorie de ce qu'on appelle le grand remplacement, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que l'immigration est un projet politique de remplacement organisé par nos élites et auquel il conviendrait de mettre fin. Alors, ça n'est qu'un sondage, mais 48%, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire que cette inquiétude dont je parlais au début, elle est réelle. Lucille Schmitt, ça vous surprend ce chiffre ?
Oui, moi j'ai regardé un petit peu cette étude qui a été réalisée auprès d'à peu près 1000 personnes. C'est un sondage en ligne et en posant des questions, effectivement c'est autour de l'idée du complotisme. Je suis sceptique devant ce chiffre. Je suis pas sûre que c'est les gens qui répondent en ligne à un sondage, ça vraiment effectivement ce que ça veut dire le grand. A priori, bon, il a été fait par des gens sérieux, hein, donc. Oui, très bien. Mais bon, moi je pense que c'est quand même extraordinairement. Et même par l'IFOP pour tout vous dire. Oui, non, mais tout à fait. J'ai vu que c'était fait par l'IFOP, mais je suis un peu. Je ne sais pas quoi dire par rapport à cette idée que la société française est devenue complotiste, parce que je ne sais pas ce que je ressens. Après, voilà. Ça veut dire qu'effectivement, la France change, elle change de couleur avec le temps depuis 60 ans, et que ça peut être un projet, et derrière ça, il y a peut-être des gens qui tirent des ficelles, c'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'en Arabie Saoudite, est-ce qu'au Qatar, il y a un certain nombre de gens qui ne font pas en sorte de favoriser... Juste pour la notion de grand remplacement, ce qui est fascinant avec ce chiffre, c'est que ceux qui parlent du grand remplacement aujourd'hui ne disent pas forcément que c'est quelque chose d'organisé par les élites, notamment les élites économiques. Ils disent juste que, de fait, quand on se promène dans certains quartiers, dans certaines villes de France, il y a eu un remplacement des Français dits de souche par des Français qui ne sont pas de souche. Mais ils ne vont même pas jusqu'à l'idée de la notion de complot organisé. C'est pour ça que ce chiffre paraît démentiel. Vraiment. Le fait qu'il y ait une main organisée, ça me paraît fou. Je n'ai rien contre la Fondation Jean Jaurès. Par nos élites en plus, c'est ça qui est... Non, je voulais juste dire une chose, c'est que moi je trouve que notre société, par rapport à la question du vivre ensemble, est une société qui, quelque part, a énormément de résilience. C'est-à-dire que vous allez en Autriche, vous allez dans certains coins d'Allemagne, franchement, il y a beaucoup moins de diversité sociale que chez nous, et on a réussi à contenir l'extrême droite. Donc moi, je pense qu'on est une société qui s'interroge effectivement... Autriche, moyennement. C'est ce que je dis. Je dis qu'en Autriche, ils n'ont rien contenu, alors qu'il y a personne... Nous, on a quand même Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Oui, sauf qu'elle est contenue. Aujourd'hui, vous avez... que dans la droite aujourd'hui, il y a une partie du discours... Aujourd'hui, en Autriche, vous avez un ministre des Affaires étrangères, vous avez un ministre de l'Intérieur, et qui sont d'extrême droite. C'est promis, ce n'est que la première émission de l'année. Nous reviendrons sur tous ces sujets, parce que vous serez évidemment réinvités, on en sera très heureux. Je vous propose de vous quitter avec une merveilleuse chanson. Elle s'appelle Résiste. Les paroles et la musique sont de Michel Berger, et c'est bien sûr une chanson de France Gall. Bonsoir.